Vladimir Poutine pensait pouvoir conquérir facilement l'Ukraine. Il a lancé de lourdes attaques sur les centrales électriques, les infrastructures et les cibles civiles à Kiev, Lviv et Kharkiv. Des centaines de milliers de citoyens ukrainiens ont été laissés dans le noir, mais il n'a pas réussi à les intimider. Malgré les coupures de courant, les habitants de Kiev ne se laissent pas décourager et organisent des pique-niques par temps froid. Malgré tous les défis, ils défient Poutine. La Russie n'a pas pu les briser. Et le karma, comme un boomerang, est revenu frapper la Russie. Ouvre la porte. Ouais, merde, salaud. Maintenant, ça va être un sujet controversé, et je me fiche que YouTube ne le promeuve pas. Je vais exposer la vérité de toute façon. Les sujets controversés comme celui-ci finissent par être supprimés par l'algorithme, sauf quand vous forcez l'algorithme à le promouvoir en cliquant sur le bouton « J'aime ». Merci. C'est Belgorod, et c'est ici que la ville lutte pour survivre sous l'attaque la plus dévastatrice qu'elle ait vue depuis le début de la guerre. Dans la nuit du 24 janvier, cette ville frontalière russe a vécu l'enfer. Les nouveaux missiles HIMARS de génération ukrainienne ont plongé la ville dans l'obscurité totale en un instant. Les centrales thermiques ont été touchées, les transformateurs ont explosé et l'eau a été complètement coupée. Même les médias russes ont dû admettre « Belgorod est fini ». Plus de 40 missiles ont frappé le cœur même du bastion sécurisé de Moscou. Ce n'était pas un geste aléatoire, c'était une vengeance pour l'attaque sur Kiev. Dans la nuit du 24 janvier, la Russie a lancé l'une des plus grandes attaques de son histoire sur Kiev. Kinzhal, missiles hypersoniques Zircon, missiles balistiques Iskander, tous ont été lancés dans un seul but, laisser Kiev dans l'obscurité et le froid. Les centrales thermiques 5 et 6 ont été ciblées, mais la réponse des Ukrainiens était claire. S'il n'y a pas de lumière, nous allumerons notre propre feu, et ce feu est tombé sur Belgorod. Les forces armées ukrainiennes, IFU, ont déployé leurs atouts les plus avancés avant même que la fumée ne se dissipe de l'énorme barrage de missiles russes visant les infrastructures civiles à Kiev. Deux acteurs critiques étaient à l'avant-garde de l'architecture de cette opération, les missiles HIMARS de nouvelle génération et les missiles de croisière Flamingo avec une faible section radar, faible RCS. Les habitants de Belgorod ont commencé à regarder un feu d'artifice dans le ciel nocturne, mais ce spectacle s'est rapidement transformé en cauchemar. Environ 40 à 50 missiles ont été dirigés vers la ville de manière coordonnée. Des vidéos partagées sur les chaînes Telegram locales montrant l'horreur de la situation ont documenté le profond choc sur le front intérieur de la Russie, avec des civils criant « Ouvrez la porte !» en courant vers les abris. Ouais, putain. Oh Dieu. Les systèmes de défense aérienne S-400 et Pantsir de la Russie ont été officiellement paralysés sous cet intense barrage de missiles. Les principales cibles de l'attaque n'étaient pas des bâtiments choisis au hasard. L'Ukraine a ciblé la centrale thermique de Belgorod, TPP, et des nœuds énergétiques critiques avec des données de frappe de précision. Les énormes boules de feu observées ont prouvé que les missiles ont touché la salle des turbines, la partie la plus sensible de l'usine. Dans une centrale thermique, l'arrêt des turbines signifie que le système s'arrête en quelques secondes. En effet, après les explosions, le centre-ville et les quartiers environnants ont été instantanément plongés dans l'obscurité. Le gouverneur de Belgorod, Gladkov, a tenté de dissimuler l'échec de l'armée en mesurant la profondeur des cratères sur le site des débris, mais il n'a pas pu cacher la destruction causée par plus de 50 explosions. La portée de cette opération ne se limitait pas à Belgorod. Des attaques ont également été menées sur des régions stratégiques telles qu'Oriol, Briansk et Penza. Moscou et ses environs ne peuvent pas non plus échapper aux représailles de l'Ukraine, car l'Ukraine cible fréquemment ces zones. Briser la doctrine de défense aérienne de la Russie allait bien au-delà d'une simple escarmouche frontalière. Il faisait partie des opérations de destruction symétrique les plus sophistiquées de l'histoire militaire. Pour comprendre l'anatomie de cette opération, nous devons remonter le calendrier de seulement 3 jours jusqu'au raid d'Oriol, le 21 janvier. Car l'obscurité totale à Belgorod était en réalité le résultat de ce déclencheur technologique activé à Oriol. La géographie russe, s'étendant de Moscou à Oriol, de Belgorod à Saratov et Engels sur la ligne de la Volga, et de là à Krasnodar, a été progressivement engloutie dans un anneau de feu.
des centaines de milliers de Russes ont été instantanément plongés dans le froid et l'obscurité. Les coupures de courant ont paralysé les services sociaux en Russie. Le pays a été plongé dans le chaos. Pour comprendre l'audace de cette opération, nous devons d'abord regarder en haut de la carte, à Moscou, le cœur du pouvoir russe. Le ministère russe de la Défense avait déployé des systèmes Pantsir, des batteries S-400 et des boucliers de guerre électroniques autour de la capitale. Moscou était considéré comme une forteresse imprenable. Cependant, le renseignement ukrainien a démoli cette affirmation avec une seule opération à minuit. La cible était la ville stratégique de Krasnozavodsk, dans l'oblast de Moscou. Ce n'est pas une banlieue ordinaire. C'est un carrefour crucial dans la chaîne d'approvisionnement industriel et énergétique de la capitale. Des images de la zone ont prouvé qu'une station de transformateur avait été complètement dévastée par un sabotage ou une frappe de drone. Les responsables russes s'accrochaient aux mensonges habituels concernant des débris tombés. Cependant, les bruits d'explosions successives dans la région de Serpukhov crient que ce n'était pas un accident isolé, mais une attaque coordonnée visant à briser l'anneau énergétique de Moscou. Merde, j'espère qu'on ne va pas se faire avoir ici. On ne va pas se faire avoir. Oh, regarde ces explosions là-bas. Cependant, l'Ukraine a combiné le choc à Moscou avec la destruction dans les provinces. Alors que la Russie tentait de plonger l'Ukraine dans une ère glaciaire en frappant l'infrastructure énergétique de Kiev avec des missiles Kh-22 et Kinzhal, la réponse de l'Ukraine est venue sous la forme de la stratégie de cécité énergétique. La première et la plus meurtrière phase de cette stratégie a eu lieu à Oriol le 20 et 1 janvier. L'Ukraine a déployé son propre monstre à réaction appelé Flamingo sur le champ de bataille. L'attaque de Flamingo sur la centrale de cogénération, CHP, à Oriol, en planant à la hauteur des arbres, a prouvé au monde entier l'aveuglement à basse altitude des systèmes russes S-400. La tête explosive de 1150 kg que Flamingo a larguée sur la salle des turbines a ouvert la première fissure majeure dans le réseau électrique unifié de la Russie, UPS. Mais le véritable apocalypse a éclaté dans la nuit du 24 janvier à Belgorod. Ébranlé par l'attaque du Flamingo à Oriol et déplaçant ses ressources de défense aérienne vers le nord, la Russie a laissé Belgorod complètement sans défense. Les forces de missiles des forces armées ukrainiennes ont vu cette faille et ont déployé leur nouveau système HIMARS de nouvelle génération. Décrit par des sources russes comme le bombardement le plus long, cette attaque était le produit d'un génie tactique. Les missiles n'étaient pas dirigés vers des cibles au hasard. Ils se sont verrouillés sur les salles de contrôle, les tours de refroidissement et les stations de transformateurs principaux de 750 kV de la centrale thermique de Belgorod, TPP. Déplaçons-nous un peu au sud sur la carte. Oriol. Ici, la centrale thermique d'Oriol a été ciblée. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent la frappe sur le bâtiment principal de la turbine ou la cour de commutation de la centrale dans toute sa brutalité. La fumée à Oriol ne signifie pas seulement une panne de courant. Cette centrale maintenait à flot la production industrielle de la région. Le fait que des drones aient pu pénétrer si profondément jusqu'au cœur d'Oriol et frapper l'usine avec une précision chirurgicale prouve que les défenses aériennes russes sont complètement poreuses. Tout au long de la nuit, les habitants de Saratov et Engels ont été réveillés par le bruit des moteurs déchirant le ciel, suivi d'explosions. Les aéroports de Saratov et Penza ont été immédiatement fermés. Les vols ont été suspendus et le ciel a été fermé au trafic civil. Engels, en particulier, est d'une importance cruciale car c'est la base des bombardiers stratégiques russes. Le fait que des drones ukrainiens aient pénétré le bouclier de défense aérienne ici et infiltré la ville montre que même les atouts les plus précieux de l'armée russe sont maintenant piégés. Et le maillon le plus faible et le plus tragique de la chaîne, Krasnodar et Afipski. C'est là que la guerre est passée de la tragédie à la honte. Alors que les drones ukrainiens approchaient de la zone, les batteries de défense aérienne russes ont paniqué. Des preuves vidéo en notre possession montrent un missile S-300 tiré par l'armée russe, déviant de sa trajectoire et frappant directement une maison civile à Afipski. Les images sont horribles. Le toit d'une maison est soufflé par l'armée même qui était censée la protéger. D'un autre angle, nous voyons la maison en flammes et les civils impuissants. Ce n'est pas un accident, c'est une combinaison mortelle de manque de formation, de panique et de technologie obsolète. En essayant d'arrêter l'Ukraine, la Russie bombarde son propre peuple. Le même chaos s'est déroulé à Belgorod. La centrale hydroélectrique de Michorinskaya et ses environs ont été pilonnés par des missiles, tandis que les défenses aériennes se sont révélées inadéquates. L'Ukraine a également porté un autre coup à la ligne logistique vitale de l'armée russe, Yeysk. Cette ville sur la côte de la mer d'Azov
avec sa base aérienne stratégique et son port militaire, est l'organe le plus vital alimentant le front sud de la Russie. L'attaque ici a été si efficace que des sources locales et des rapports divulgués confirment que exactement 80 000 personnes, personnel militaire et logements de la base aérienne, ont été plongés dans l'obscurité totale en quelques secondes. Considérez ceci, 80 000 personnes. C'est équivalent à la fermeture d'une ville européenne de taille moyenne. L'explosion de la station de transformation à Yeysk a non seulement affecté les civils, mais a également mis hors service les systèmes radars de la base aérienne, les pompes à carburant et les grues de chargement de munitions. La garde nationale russe, en essayant de protéger Moscou, avait laissé Yeysk, sa porte arrière, complètement sans défense. Et la vague d'attaque ne s'est pas arrêtée là. L'Ukraine avait étalé la carte énergétique de la Russie comme un chirurgien sur la table et marqué ses points les plus faibles. À Melitopol occupé, ce faisceau de lumière verticale traversant le ciel comme un laser était la preuve visuelle que la ligne de transmission principale de 330 kV, alimentant les forces d'occupation russes, avait été coupée. Cette chaîne d'attaque a créé une fracture psychologique et structurelle irréparable sur le front intérieur de la Russie. Ces effets vont bien au-delà d'une défaite sur le champ de bataille, atteignant l'inconscient collectif. Le premier et le plus dévastateur effet est la terreur d'État et l'échec de la sécurité. Alors que le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a rétabli le chauffage pour 6 000 foyers malgré les attaques russes, l'incapacité de Poutine à éteindre les incendies juste à côté de sa propre capitale a un effet dévastateur sur le peuple russe. Cette maison touchée par sa propre armée à Krasnodar est un tournant pour le peuple russe. Jusqu'à présent, l'accord de Poutine était « Obéissez-moi et je vous protégerai de l'Ukraine ». Les images d'Afipski ont déchiré cet accord. Les citoyens russes se demandent maintenant « Qui va me tuer ? Un drone ukrainien ou notre propre S-300 paniqué ?» Lorsque les sirènes de défense aérienne retentissent, les gens se précipitent vers les abris, ne craignant plus l'ennemi, mais leur propre protecteur. C'est le début de la fin pour un régime. Le deuxième impact est l'aveuglement industriel et énergétique. La Russie est un pays qui connaît des températures de -20, -30 degrés en hiver. Dans un tel climat, une panne de courant ne signifie pas seulement l'obscurité. C'est un ordre de gel. Lorsque le courant est coupé, les pompes de circulation des systèmes de chauffage central s'arrêtent. Le flux d'eau chaude dans les tuyaux est coupé, et en quelques heures seulement, cette eau gèle se dilate et fait éclater les tuyaux de l'intérieur. Ce scénario se déroule actuellement dans les régions intérieures de la Russie, non pas à cause d'une attaque, mais en raison de la négligence. À Irkoutsk, nous voyons des transformateurs exploser à cause du gel et des gens commencer à geler dans leurs maisons. Dans la République des Comices, les lignes électriques s'effondrent en raison de la dégradation. Les attaques de l'Ukraine accélèrent cette dégradation naturelle. Réparer les tuyaux éclatés à Yeysk ou dans la banlieue de Moscou prendra des mois, même après la guerre. La plomberie à l'intérieur des murs devra être complètement remplacée. C'est une compensation de guerre imprévisible de milliards de roubles pour l'économie russe. L'Ukraine punit la Russie non seulement pour aujourd'hui, mais pour la prochaine décennie. La guerre ne s'est pas arrêtée à la frontière. Pendant que l'électricité est coupée, le carburant brûle. Les drones à longue portée de l'Ukraine ont fait exploser le dépôt de pétrole Penza Nefti Product dans la ville de Penza, à des centaines de kilomètres derrière les lignes de front. Carburant pour les chars, chaleur pour les villes, tout est ciblé simultanément. L'attaque contre le dépôt de pétrole Penza Nefti Product à Penza, dans la nuit du 23 janvier, a montré que l'Ukraine avait commencé à étrangler non seulement les lignes électriques de la Russie, mais aussi ses artères logistiques de carburant. Ce processus, qui a commencé avec la frappe Flamingo le 21 janvier, a atteint son apogée le 24 janvier avec la fin officielle de Belgorod. L'Ukraine, utilisant les faiblesses techniques de la Russie, les connexions réseau et les angles morts des radars avec une précision chirurgicale, a réussi à porter la guerre aux nœuds les plus stratégiques de la Russie. Les lumières s'éteignant à Belgorod et les débris massifs créés par Flamingo à Oriol sont les premiers dominos dans un immense effet domino énergétique qui a secoué l'ensemble du tissu énergétique de la Fédération de Russie. Pour comprendre pourquoi c'est une catastrophe, nous devons examiner l'architecture lourde de la Russie, connue sous le nom de Système électrique unifié, SEU. Le réseau énergétique russe est une chaîne datant de l'ère soviétique où chaque région est interconnectée. Lorsque des centres de production majeurs, des nœuds, comme Belgorod et Oriol se déconnectent, l'équilibre de tension dans le système est perturbé. La charge se déplace vers d'autres centrales électriques et le résultat, les transformateurs autour de Moscou commencent à exploser. La déconnexion d'Oriol le 21 janvier et de Belgorod le 24 janvier
a déclenché ce que nous appelons un déséquilibre de fréquence dans le réseau, un cauchemar technique. Lorsque des nœuds de production majeurs comme Oriol et Belgorod se sont déconnectés, la charge électrique massive résultante est soudainement tombée sur les régions voisines, en particulier des sous-centres autour de Moscou. Nous avons vu les conséquences de cela le matin du 25 janvier dans la banlieue de Moscou. Les transformateurs dans des zones telles que Podolsk, Khimki, Zhukovsky et Elektrostal ont commencé à exploser un par un, incapables de supporter la charge excessive. Au lieu de frapper directement au cœur de Moscou, l'Ukraine a plongé la capitale dans un état de paralysie systémique en détruisant les bastions énergétiques en périphérie. Avec une brillance stratégique, l'Ukraine sape la sécurité énergétique de Moscou en retirant les briques à la périphérie. Les coupures de courant ne paralysent pas seulement la vie civile, les systèmes d'égout s'effondrent car les pompes à eau s'arrêtent. 60% des stations de communication mobiles sont hors ligne et les systèmes de chauffage s'arrêtent à des températures hivernales de moins 20 degrés. Le fait que 225 000 civils à Oriol se retrouvent sans chauffage dans des conditions hivernales glaciales est le plus grand facteur déclenchant des troubles civils, du chaos. Poutine avait promis à son peuple la sécurité en échange de l'obéissance. Mais l'obscurité totale dans les rues d'Oriol et de Belgorod était la rupture de ce contrat social devant des millions de personnes. À l'échelle militaire, cette situation sert la stratégie de l'ours aveugle de l'armée russe le long de la frontière. Les radars de défense aérienne et les systèmes de guerre électronique, EW, de la Russie, sont alimentés par le réseau électrique. Avec la panne de courant, ces systèmes ont dû passer en mode générateur. Cependant, un générateur ne peut pas alimenter pleinement tous les composants d'une batterie S-400. Lorsque l'efficacité diminue, de grandes ouvertures se créent pour les drones ukrainiens. En plongeant Belgorod et Oriol dans le noir, l'Ukraine a essentiellement transformé la sécurité frontalière de la Russie en illusion. De plus, l'impact de cette situation sur la profondeur stratégique de la Russie est dévastateur. Le fait que des pannes de courant se produisent même dans des régions du nord comme Mourmansk, où décollent les bombardiers russes, en raison de défaillances de transformateurs, montre à quel point l'infrastructure de la Russie est fragile. L'admission du gouverneur de Mourmansk, Chibis, que les réparations prendront du temps, est en réalité la preuve que toute la Russie est au bord d'un effondrement des infrastructures, dévastées. Avec les frappes des 21 et 24 janvier, l'Ukraine a ciblé non seulement les transformateurs, mais aussi la capacité de la Russie à fonctionner en tant qu'État. L'achèvement de Belgorod et le choc technologique créé par l'opération Flamingo, le 21 janvier, déclarent qu'un seuil irréversible a été franchi dans la guerre. Ce n'est pas seulement une représaille, c'est le mat stratégique de la doctrine de la Russie invincible de Poutine. La guerre n'est plus une histoire lointaine pour la Russie. C'est l'essence même de cette obscurité menaçante qui s'infiltre par leurs fenêtres chaque nuit. Alors, quelles sont vos pensées à ce sujet? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires. Pour rester informé des analyses spéciales de PPA Global, veuillez vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir choisis.